Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce 5e webinaire qui est organisé par iMind, le Centre d'excellence autisme et troubles du neurodéveloppement situé à Lyon et concentré sur les problématiques de l'adulte. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux invités qui vont discuter de la question du libre arbitre en lien avec l'autisme, dans un cadre général, dans la vie, dans la société, mais également dans l'univers psychiatrique. Alors, un certain nombre de questions vont être posées. Quels outils favorisent les relations horizontales? Comment est-ce qu'on peut rendre aux personnes institutionnaliser leur capacité à prendre des décisions, surtout lorsque ces paroles n'ont pas accès au langage oral ou lorsqu'elles sont porteuses d'un trouble du développement intellectuel? Comment est-ce qu'on peut bien accompagner une personne sans la contraindre? Et quels sont les défis que la psychiatrie doit relever et comment est-ce qu'elle y parvient? Pour cela, Gaston Seigneury va discuter avec Nicolas Franck. Gaston est un militant associatif depuis aujourd'hui 12 ans. Il travaille dans une association de personnes autistes à travers des accompagnements à l'organisation d'événements, à la tenue de discussions, de conférences, ainsi qu'à travers la tenue d'ateliers de médiation. L'objectif de l'association qu'il porte, Café Adultes Autistes Lyon, est à la fois de favoriser la sociabilité entre les personnes, mais aussi de construire leur autonomie. Les ateliers de médiation proposés par le Café Autiste Adulte Lyon sont un des supports de la construction de cette autonomie, à la fois concernant les comportements, mais aussi les besoins spécifiques au travail et dans les relations sociales ordinaires. Gaston est formé en psychologie et en sociologie et il a 4 ans d'expérience dans l'animation de méthodes participatives. Il participe aussi à un podcast qui s'appelle Second Souffle et dont vous pourrez retrouver les coordonnées mail sur le site internet d'iMind. Gaston discutera donc la question du libre arbitre avec Nicolas Franck. Nicolas Franck est professeur de psychiatrie et praticien hospitalier au CHU de Lyon depuis 2005, au Vinatier et à la faculté de médecine Lyon-Sud. Au plan médical, il est responsable d'un centre ressources, réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive qui partage aussi régulièrement du contenu concernant les troubles du spectre de l'autisme, qui a aussi un site internet très actif. Et il est également responsable du pôle centre Rive Gauche, qui s'occupe de la santé mentale des 3e, 6e et 8e arrondissements de Lyon. Au niveau régional, il a structuré la réhabilitation psychosociale avec un dispositif qui s'appelle le SUR CL3R. Il travaille également donc à la faculté de médecine Lyon-Sud, à l'université Lyon 1 et il est responsable de l'enseignement de la psychiatrie auprès des internes donc, qui vont se spécialiser dans cette discipline. Il s'occupe également de plusieurs diplômes d'université, notamment le diplôme d'université de remédiation cognitive, mais aussi de psychoéducation et de pérédance qui forment à la pérédance des personnes concernées. Et il a déjà formé un certain nombre de personnes autistes à la pérédance. Il est aussi connu pour avoir édité un certain nombre d'ouvrages à destination des professionnels, mais également du grand public. Alors, avant de laisser la parole à Gaston et à Nicolas, quelques mots habituels sur le déroulement de ce séminaire. Tout d'abord, vous assisterez à une présentation de 30 minutes de nos deux intervenants qui vont parler une quinzaine de minutes chacun. Pendant ces interventions, nous vous demandons de ne pas intervenir et de garder vos micros coupés. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et une fois que la parole sera donnée aux spectateurs, eh bien, vous aurez l'occasion de pouvoir poser votre question. Et finalement, pour finir, ce webinaire est enregistré et sera retransmis sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée à tous, nous vous demandons de bien vouloir couper votre caméra. Et vous pourrez très vite retrouver l'intégralité de ce webinaire sur la chaîne YouTube d'iMind. Je vous laisse profiter de nos intervenants et je vous dis donc à tout à l'heure.
Merci. Bonjour, du coup, avec Gaston. Pour prendre la suite du coup de ce que Caroline a pu présenter de moi, ce que le professeur Demille a pu présenter de moi, la manière dont j'agis moi sur les questions de libre arbitre avec les personnes autistes, du coup, peut-être pour parler de mon public dans un premier temps. J'agis du coup auprès de personnes qui sont adultes, qui sont toutes majeures, avec des expériences de travail ou non, certaines des expériences d'institutions, donc généralement psychiatriques, mais aussi de CMP, d'accompagnement psychologique, médical, etc. Et où du coup, la grosse problématique telle qu'on y fait face, c'est que c'est des personnes qui évoluent dans le milieu ordinaire sans réussir à y trouver de repères, sans réussir à y trouver de compréhension auprès des personnes avec lesquelles elles interagissent, avec lesquelles elles essayent de construire leur vie. Et où du coup, principalement, mon travail je, j'aime beaucoup les méthodes participatives, mais la démarche, la philosophie de travail dans laquelle on est, et pas que moi je sois une personne d'autorité. En fait, je suis là principalement pour animer la parole. Et du coup, c'est essentiellement ça. Si on se pose la question de l'horizontalité, la base technique, avant de se poser les questions de ce qui se passe dans leur tête et puis dans les interactions entre nous, c'est vraiment celle-là, de dire je suis un animateur, je suis là pour organiser leur parole avec des temps de travail, organiser potentiellement les contenus, les aider dans le fait de réussir à produire de la synthèse, à suivre qu'un seul fil à la fois, qui est souvent un des gros problèmes auxquels je fais face dans les ateliers que je mène, de manière à ce que on parte de leur compréhension en fait. Donc principalement les ateliers qu'on a menés jusqu'à présent, c'est par rapport au travail, puisque c'est du coup une grosse demande. Pour accéder à l'autonomie aujourd'hui, le fait de ne pas être dépendant financièrement, de ne pas être pris dans des démarches administratives par rapport à la hache, et puis par rapport à des questions d'estime de soi aussi, en fait, simplement de est-ce que je suis présent dans la société. On s'est beaucoup posé des questions là-dessus. Et où en fait, le premier atelier que j'ai mené, ça part dans tous les sens. Énormément de réponses de qu'est-ce qui pose problème, de quoi est-ce que j'ai besoin, et puis des difficultés à faire la différence entre qu'est-ce qui relève de leurs besoins dus à leurs conditions de personnes autistes, qu'est-ce qui relève de problèmes d'apprentissage dans les relations avec leurs collègues, et qu'est-ce qui relève je ne sais pas comment le nommer, mais du thérapeutique, en fait, du besoin thérapeutique, sur les questions d'estime de soi, sur les questions de lutte contre les anxiétés, sur les questions est-ce que je suis sûr de ce qui est en train de se passer, et du coup, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'anxiété à gérer. Du coup, ça a nécessité de l'organisation par rapport à ces choses-là. Bon, c'est très classique, ça se trouve beaucoup dans la littérature, du coup, les bases de ce qu'on considère comme étant un peu les particularités des personnes autistes, et les aider déjà à ranger le truc là-dedans et les aider à construire leur compréhension à partir de là où ils en sont. Ça a été l'essentiel de mon travail, en fait, dans les ateliers avec les personnes du Café Autiste. Je sais pas bien quoi présenter d'autre à part vous raconter comment est-ce que ça nous est tombé dessus, mais en fait, la question, elle était vraiment à la base de dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour mener des ateliers. Et en fait, le simple fait de pouvoir en discuter entre eux, de pouvoir avoir une petite connaissance aussi avec la personne avec qui j'anime du coup ces ateliers, Jessica Claro, et que j'accompagne aussi dans le fait de mener des conférences que vous pouvez trouver sur Internet, sur justement la présentation de l'autisme aux institutions publiques par l'intermédiaire de l'IRA de Lyon. C'est du coup beaucoup un enjeu pour elle, du coup, d'avoir de l'empathie envers les personnes qui sont dans la séance, d'avoir toujours un espace safe pour que les personnes puissent se retirer de l'atelier, pouvoir débriefer du coup de cette dimension-là. Et le fait en discutant entre eux, réussir à construire une compréhension commune en fait de ce truc-là, et où du coup c'est assez émouvant en fait, je vais le dire franchement, d'avoir des personnes qui me remercient à la fin d'une séance où moi j'ai juste utilisé des ateliers qui sont soit des ateliers très très simples en fait, parce que c'est pas des personnes qui sont habituées au fonctionnement collectif, me remercier simplement d'avoir eu de la considération pour leur manière de voir le monde, parce qu'elles l'ont reçu nulle part ailleurs en fait. Et le fait qu'elles soient manquantes, ils le reconnaissent très bien, parce que du coup quand ils font des progrès, ils réalisent qu'il y avait des représentations, des compréhensions qui étaient à côté de la plaque. Et quand du coup ils arrivent à s'améliorer dans ces espaces-là, c'est assez impressionnant comme truc, quoi. Voilà essentiellement pour la présentation des ateliers qu'on fait, basé du coup sur les cercles de parole et tout. La deuxième dimension sur laquelle moi je suis assez fier aussi d'apporter quelque chose auprès des personnes, des bénéficiaires de l'association, des membres de l'association en fait à ce stade. C'est surtout que vu que j'ai militant associatif depuis des années, réussir à me poser des questions de comment est-ce que la société fonctionne. Excusez-moi, est-ce que Sandy Larregola pourrait fermer son micro, s'il vous plaît? On entend des bruits parasites. Mais oui, très simplement, le fait d'avoir été militant associatif et du coup de me poser beaucoup de questions sociétales et d'être en capacité du coup de leur donner en fait de la vulgarisation de comment marche le monde du travail, c'est quoi les dimensions relationnelles, qu'est-ce qui s'y passe en termes de conflits, d'attentes, de besoins, puis même les notions de psychologie sociale effectivement là-dessus sont vraiment vraiment très agréables à avoir, juste pour leur donner quelques petits éléments de réponse en fait, parce qu'il y a l'élément qui est beaucoup soulevé, c'est je comprends pas ce qui se passe.
avec une énorme fascination et beaucoup de blagues en fait au sein de l'association sur la communication visuelle. Où du coup, le « salut, ça va ?» de pas comprendre quels sont les prérequis derrière et en fait donner une simple réponse de en fait, ça veut pas dire que la personne te demande des nouvelles, ça veut dire elle reconnaît ton existence et du coup qu'ils sont en capacité de faire la traduction et de construire le langage de traduction avec eux, quoi. Apporte aussi souvent beaucoup de relaxation dans les environnements sociaux et du coup enlève du stress, débloque de l'énergie pour qu'ils puissent se mobiliser ailleurs. Voilà la présentation que je pourrais faire aujourd'hui de ce que je fais avec les personnes autistes. Le lien spécifiquement avec le libre arbitre, c'est vraiment ça, l'aspect de partir de leur compréhension pour réussir à l'améliorer ensemble. Et puis les accompagner du coup avec Jessica, quelques personnes qui du coup, autistes ont un intérêt spécifique sur l'autisme, phénomène qui, ce que je comprends bien, est assez fréquent au final, de pouvoir justement utiliser ces richesses-là, ces ressources-là, pour pouvoir du coup construire de la synthèse et que ça puisse nous servir de structure pour guider du coup les personnes dans les ateliers. Voilà, je crois que j'ai abordé tout ce que j'avais en tête sur mes ateliers. Ok, merci beaucoup. Je vais enchaîner un petit peu. La question du libre arbitre, c'est celle de la liberté des personnes. Elle est frappante dès qu'on arrive en psychiatrie et même globalement, plus largement, dans le domaine de la santé mentale. Alors, je peux revenir un petit peu en arrière pour que ce soit quelque chose d'un petit peu plus personnel et illustré. Moi, elle m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé la médecine. J'étais peut-être en stage en 2e ou 3e année de médecine dans les années 1980. Où l'enfermement était encore bien plus important et où les personnes qui avaient des troubles psychiques ou qui avaient besoin de la psychiatrie se retrouvaient volontiers dans des situations où ils ne décidaient de rien du tout. Parce que ces stages-là, ça se faisait à l'hôpital psychiatrique de l'époque, qui était volontiers extrêmement fermé. Donc ça, c'est pas quelque chose qui m'attirait en psychiatrie, hein, pour dire un petit peu quelque chose sur moi-même, mais c'est plutôt justement pour changer cet état de fait que je me suis engagé dans la psychiatrie. Alors effectivement, quand on arrive en tant que professionnel de santé mentale et surtout en tant que psychiatre à exercer ce métier, on nous confie aussi des responsabilités de sécurité publique dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Parce que dès qu'on est psychiatre dans le secteur public, on nous envoie des personnes qui peuvent éventuellement troubler l'ordre public. Et ça pose des questions très complexes dont on pourra parler dans les questions si vous le souhaitez, mais je ne vais pas les aborder maintenant parce que je ne pense pas que ce soit le bon angle de vue. Mais globalement, on se rend bien compte qu'on est face à des personnes qui ont du mal à décider pour elles-mêmes et se sont enferrées dans une prise en charge institutionnelle qui souvent les dépossède encore plus des décisions qu'elles pourraient prendre pour elles-mêmes. Et le même cheminement se fait du côté de leur famille. En fait, quand on est confronté soit en tant que professionnel de santé, soit en tant que famille, à des personnes qui sont dans la capacité de décider à un moment donné, on a souvent tendance à mettre une étiquette dessus. Il faut décider pour eux, pour ces personnes, pour elles. Et il va falloir les accompagner, il va falloir les protéger. Et on est dans une logique de protection de la personne, protection éventuellement de l'environnement s'il y a des troubles du comportement. Et on n'est pas dans une logique d'espoir, de prise de risque et de valorisation des capacités. En fait, ça, pour le réaliser, quand on entre en psychiatrie, surtout dans les années 1980 ou 90, parce que moi j'étais interne de 1992 à 98, à l'époque, c'était pas ça qui prévalait. On était plutôt dans une approche très médicale, le diagnostic, le traitement, effectivement, réduire les symptômes pour aider les personnes. Mais en fait, quand on fait ça, on a tendance à mettre les gens dans une situation où elles sont dépossédées un petit peu des décisions qui les concernent. On n'est pas dans une attitude qui favorise le libre arbitre. Mais ça, il faut le réaliser. Il faut se reprojeter dans le contexte de l'époque, si on est d'un point de vue historique en termes d'histoire récente. Mais en tout cas, une fois qu'on a réalisé ça, on se dit qu'il faut réagir par rapport à ce type d'attitude, que ça, c'est pas forcément propice, c'est même certainement pas propice au rétablissement des personnes, et qu'il y a probablement d'autres choses à faire pour les aider à décider pour elles-mêmes, capacité de décision et d'action au sens large, et que pour faire ça, il faut avoir non seulement une attitude, mais des outils de soins qui sont différents. En fait, c'est un petit peu ce qui a prévalu dans mes propres choix, puis ceux d'un certain nombre de collègues qui se sont engagés dans la constitution de ce qu'on appelle le réseau de réhabilitation psychosociale en France, qui est favorable au rétablissement des personnes. Donc ça veut dire se décentrer d'une approche médicale, voir les troubles associés qui peuvent nuire à la capacité de décision et d'action, les mettre en évidence pour que les personnes se saisissent de ça, et puis puissent s'engager dans des soins qui vont être en faveur de leur capacité d'autodétermination. En fait, ça, c'est un type d'approche en psychiatrie qui n'était pas du tout l'approche prévalente, mais alors vraiment même pas du tout, qui n'existait pas du tout à la fin du XXe siècle, qui est en train de prendre de plus en plus de place depuis une dizaine d'années en France, mais qui mérite d'être encore accompagné. Parce qu'il y a un message à faire passer, que ce soit pour l'autisme ou pour toute la santé mentale, c'est vraiment ça. Et je pense que cette approche porteuse d'espoir, on a besoin de s'appuyer sur les personnes concernées pour pouvoir la développer.
et qu'il y a encore énormément à faire. Alors, Caroline Demilly, tout à l'heure, citait le DU Père Aidance en santé mentale. Je pense qu'on n'aurait pas pu avancer aussi vite dans les dernières années si on ne s'était pas appuyé sur des pères aidants. Et ça, c'est vraiment absolument formidable parce qu'il y a toute l'entraide dans la société dont tu as parlé tout à l'heure. Et ça, c'est complètement essentiel et ça existe depuis très longtemps. Ça a commencé avec les alcooliques anonymes. Il y a eu les groupes d'entraide mutuelle en France depuis une quinzaine d'années. Les 5 clubhouse qui se sont traités petit à petit, qui se sont créés petit à petit également depuis une dizaine d'années, et qui apportent beaucoup aux personnes. Mais ça reste du côté associatif. Et un grand nombre de personnes n'y accèdent pas. Et si on veut vraiment aider de manière complète les personnes qui ont des troubles psychiques sévères ou qui ont un autisme ou des troubles psychiques en général, il faut être dans cette conception, dans cet abord d'emblée. Donc, ça veut dire transformer les mentalités du côté des équipes de psychiatrie, ça c'est pour le sanitaire, et du côté des équipes médico-sociales également, avec une vision positive des personnes, une vision capacitaire, plutôt qu'une vision très médicale sur le diagnostic, avec toutes les limites qu'on pourrait discuter éventuellement tout à l'heure en termes de pertinence. Donc, diagnostic et traitement avec première visée de réduire les manifestations de la maladie ou des difficultés. Donc là, on propose de se décentrer de ça, dans l'approche orientée rétablissement et réhabilitation psychosociale. Bien sûr, il faut le faire pour limiter la souffrance des personnes, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi montrer leurs capacités et les renforcer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui s'est beaucoup développé en France depuis un certain nombre d'années. Le professeur Demilly a cité le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale qui liste les structures qui mettent ça en œuvre. C'est leur principe fondateur. Mais maintenant, on est vraiment dans la diffusion de ces techniques et de ces outils sur tout le dispositif de santé mentale en France. Là, on en est là maintenant. Et ça, je pense qu'il faut vraiment aider le mouvement en communiquant beaucoup et avec un nombre de formations considérables dans une période difficile, puisque une période de pénurie de professionnels, une période de crise d'identité en psychiatrie. Mais malgré tout, il faut peut-être se saisir de ça justement pour aller plus loin et en s'appuyant sur les personnes concernées, sur ceux qui sont devenus pères aidants, sur celles qui sont devenues pères aidants, pour vraiment faire entrer ça de manière solide au cœur de l'organisation de la psychiatrie et de la santé mentale en France. Voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais dire. Je suis sûr qu'il y a des questions. Je vois déjà un point de discussion, mais je ne suis pas le mieux placé pour y accéder parce que la souris est loin. Donc peut-être qu'on va compter sur l'aide technique pour nous dire s'il y a de quoi lancer la discussion. Voilà, merci pour votre attention en tout cas. Oui. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de questions dans le chat. Moi, j'avais une première question. Oui, vas-y. Et puis Gaston veut réagir après. C'est que la question que j'aimerais poser à Gaston, c'est que finalement, comment peut-on concilier… Alors, c'est une question difficile, Gaston, que j'ai pour toi. Vas-y. Comment est-ce qu'on peut concilier libre arbitre et vulnérabilité ? Parce que c'est toujours un petit peu ce que mettent en avant les équipes de soins ou les familles. C'est oui, d'accord, on veut bien nous le laisser décider ou la laisser décider pour elle-même, mais elle va se mettre en danger. Et c'est souvent ça finalement qu'on nous oppose. Et on remarque bien le parallèle. Plus une personne est en difficulté cognitive et relationnelle, plus son environnement devient totalitaire. Et souvent, la question de l'environnement totalitaire, c'est la question de la protection vis-à-vis de la vulnérabilité. Donc, ça, c'est compliqué quand même parce que certaines personnes avec autisme ou troubles du développement intellectuel sont authentiquement, par certains aspects, vulnérables. Mais plein de gens dans la société sont aussi vulnérables sans forcément avoir d'autisme ou de troubles du développement intellectuel. Et ce sont des personnes derrière lesquelles on ne va pas être sans cesse. Donc, comment est-ce qu'on positionne le curseur ? Et toi, Gaston, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus ? Question difficile. Moi, j'ai 2 réactions que je vais avoir facilement du coup par rapport à ça. La première, c'est le fait, déjà, le public avec lequel je travaille se met pas dans des situations de danger pour leur vie. Les publics avec lesquels je travaille, en fait, au-delà des personnes autistes. En vrai, je fais même dans mes ateliers par rapport dans le milieu associatif, dans les milieux militants, milieu de la lutte politique même, les personnes auxquelles je fais face vont être dans des situations de vulnérabilité où elles vont pouvoir facilement souffrir d'anxiété, de burn-out, de dépression, de problèmes d'estime de soi, et du coup être mises dans des situations qui les mettent en danger pour pouvoir continuer leur action. Auprès des personnes autistes avec lesquelles je travaille, sur, je crois, la centaine de personnes qu'on croise dans les ateliers, sur les 600 membres qu'on a dans l'association qui sont du coup présents beaucoup surtout sur Internet, pour des raisons évidentes d'anxiété sociale. Il y en a, je crois, 3 qui sont non oralisantes.
et il y en a très peu qui vont pouvoir se mettre en danger physique dans des situations. Donc du coup, ma perspective par rapport à ce truc-là est un peu particulière. Je suis pas comme mes amis qui sont EduxP, qui du coup ont eu l'occasion de travailler en institution ou d'organiser des séjours de vacances pour des personnes qui ont pas de notion de c'est quoi la limite à partir duquel ils sont en danger physique. Du coup, il y a déjà cette limite-là par rapport à mon expérience. Je sais pas comment articuler ce que je cherche à dire par rapport au deuxième point, mais il y a une dimension de réussir à accompagner les personnes. C'est compliqué parce que ça va dans les deux sens. Tant qu'on reste dans cette dimension que tu cites, d'être dans un truc où c'est l'organisation totalitaire ou de l'autoritarisme, où du coup on va être dans une action de limitation des actions de la personne pour son bien et pour sa santé, dans une perspective où elle pourra s'ouvrir à la réhabilitation. Son bien apparent. Ouais. En tout cas, sa préservation à un instant donné, quoi. Dimension médicalisation, je ne sais pas comment utiliser ces mots-là, mais voilà, je pense qu'on voit de quoi je parle. Si elle n'est pas accompagnée en même temps de réhabilitation sociale, la personne rentre dans un rapport uniquement à l'institution, en fait. J'ai eu l'occasion de passer une fois en urgence d'hôpital psychiatrique du Vinatier et d'avoir une personne qui n'était pas du tout en train de discuter de sa situation, de pourquoi est-ce qu'elle était amenée par l'ambulance psychiatrique à l'hôpital, et d'avoir vraiment eu cette sensation très étrange que la seule chose qui la concernait, c'était le fait qu'elle avait des personnes en face d'elle dont elle était en train d'essayer d'essayer de charmer, en fait, très simplement avec des avances sexuelles, pour essayer de les déstabiliser, pour pouvoir sortir de l'urgence psychiatrique. D'un autre côté, elle avait l'air très contente d'être là, donc avec cette sensation très ambiguë de qu'est-ce que cette personne que j'ai en face de moi est en train d'essayer de faire par rapport à ce qu'elle se positionne. Et où, du coup, réussir à amener les personnes à une réhabilitation sociale pour qu'elles puissent se poser la question de c'est quoi me mettre en danger, c'est quoi ce que je risque, comment est-ce que je fais pour suivre ce que je veux sans que, du coup, le mettre en péril en même temps, quoi. Nécessite que la personne rentre dans un rapport avec elle-même où j'ai l'impression que c'est des outils de réhabilitation sociale, que ce soit ceux que j'utilise dans le milieu associatif ou dans ceux qui sont utilisés dans un milieu plus médical, qui vont permettre d'amener cette question-là. Ça passe pour moi beaucoup par de la sécurité affective et émotionnelle. Ça passe par le fait de pouvoir se considérer soi et de ne pas être en doute en permanence. Pour que la question cognitive elle puisse s'ouvrir. Je le sais d'expérience. Le problème de l'anxiété qui se répète, du coup, l'anxiété chronique, c'est qu'on finit par croire à ces messages, en fait. Et ça produit, du coup, un fonctionnement irrationnel dans l'esprit qui, du coup, empêche de se poser les questions de manière valide et empêche de s'ouvrir au fait à d'autres manières de voir le monde, particulièrement celles qui pourraient nous mettre en danger. Je vais faire ça parce que ça me fait du bien et parce que je pense que le monde fonctionne de cette manière-là. Et quand on est mis en échec, c'est très difficile d'apprendre la leçon de peut-être que c'est parce que j'ai pas abordé les choses de la bonne manière. Donc, de manière très simple, nous, des personnes dans le groupe qui mettent en danger d'autres personnes par leur interaction, que ce soit des avances sexuelles sans réciprocité et où du coup ça part en vrille, des menaces de violence physique, des personnes qui coupent la parole et qui nient la manière de voir de l'autre, où du coup on a des gros enjeux d'écoute et de considération, en fait. Ça arrive régulièrement. Et du coup, plutôt que de leur dire qu'ils ont tort, généralement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir la communication en disant « Ok, mais est-ce que tu es ouverte au fait qu'il puisse y avoir d'autres expériences du monde que la tienne, quoi ?» Donc, la rencontre avec l'altérité. Et peut-être là, je te renvoie la balle là-dessus, puisque moi, des personnes qui sont en difficulté pour envisager ça, je rencontre des personnes pour lesquelles c'est pas possible, j'en ai pas encore rencontré jusqu'à présent. Je pense que c'est complètement possible, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Caroline avant. Les familles ne croient pas que les personnes vont s'en sortir, veulent les protéger à tout prix. Donc, on est dans une logique de protection partagée, comme c'était bien dit, par les familles et puis les professionnels. Mais ça, en fait, c'est complètement biaisé. Ça part du fait qu'on pense, que les professionnels de santé mentale, comme les familles, peuvent penser que la personne est incapable d'aller mieux. Oui. En fait, le facteur principal, c'est l'espoir. C'est d'avoir un peu de modestie aussi par rapport à ce qu'on peut savoir de l'avenir de telle ou telle personne, de sa capacité à évoluer, à se saisir de ce que tu proposes là, c'est-à-dire être capable de voir les choses différemment, accéder à l'altérité. Évidemment, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'autre, on risque pas de faire du mal à quelqu'un. Mais le problème, c'est de penser que les choses vont être tout le temps pareilles. Or, à la fois, notre expérience personnelle de psychiatre, si on veut bien regarder d'un petit peu plus près, et les études montrent que des personnes dont on n'aurait jamais juré qu'elles s'en seraient sorties se sont rétablies, se sont intégrées dans la société et vont très bien maintenant. Donc en fait, la modestie, c'est par rapport à notre présomption, par rapport à l'avenir et le fait qu'il devrait être obligatoire de regarder les choses positivement. En fait, il faut qu'on forme les professionnels de santé mentale à s'ouvrir un petit peu l'esprit et à ne pas préjuger de l'avenir des personnes
qu'ils accompagnent. Et idem pour les familles, c'est-à-dire partager avec elles des expériences positives. L'approche orientée établissement, elle apporte vraiment une révolution parce qu'elle change le regard sur les personnes. Mais en fait, pour faire ça, il faut voir des personnes rétablies. Et les personnes rétablies dans les équipes, c'est les pères aidants. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'approche orientée établissement sans père aidant. Moi, je suis complètement convaincu de ça parce que je l'ai vu, quoi. Je croyais déjà au même principe, mais sans avoir des pères aidants pour accompagner le discours, c'était vraiment tout à fait différent. Là, je sors de la réunion dans le bâtiment d'à côté des équipes mobiles avec 2 pères aidants extrêmement engagés qui recueillent la parole des personnes. Franchement, tout le monde est là. Ça apporte vraiment quelque chose de plus par rapport à ce qui se fait d'habitude. Elles ont tout un tas de prérogatives et en tout cas, elles ouvrent, elles éclairent. Alors, les équipes mobiles sont dans cette dynamique-là, c'est pas très difficile, mais dans toutes les autres structures de mon pôle, les pères aidants, c'est eux qui apportent du positif. En fait, il faut mettre des pères aidants partout. Parce qu'on se retrouve, en fait, c'est un peu l'expérience contradictoire que je peux avoir, d'avoir des personnes aussi qui sont bloquées dans une manière de voir le monde et qui, du coup, font face systématiquement aux mêmes échecs. Et des exemples de personnes, je me souviens d'une nana dans l'association qui est fan de trottinette et qui, du coup, en fait, se lançant dans ce truc-là, a réussi à retrouver des études, à retrouver de la solidité pour négocier avec l'administration qui lui faisait en face et qui lui disait « T'arriveras pas à finir tes études, il faut que tu arrêtes maintenant ». Et elle a essayé de s'accrocher. Et aujourd'hui, elle est en Tour de France en trottinette électrique. Et où, du coup, ça lui a permis de aussi, je crois, les premières fois où c'était une personne qui était non oralisante en plus. Première fois où elle a pu, du coup, ouvrir la bouche, en fait, pour simplement s'adresser aux autres personnes, c'était pour parler de son intérêt spécifique et réussir à rentrer dans une socialisation avec les autres, quoi. Et c'est ouverte progressivement, du coup, à tout ce qui pouvait être autour, quoi. Et où, du coup, ça a fait une faille dans elle a juste exploité la limite, la faille dans ses limites, quoi. Et ça lui a permis de les dépasser complètement. Donc, alors, on a une question, je vous interromps, on a une question de Claire qui demande, par rapport au débat que vous venez d'avoir, avez-vous des exemples en établissements médico-sociaux de personnes porteuses d'un TSA et d'un trouble d'un TDI concernant le libre arbitre et le choix? Est-ce que vous avez des exemples à donner? Non, mais simplement, peut-être, ça me fait penser à cette personne qui a un TSA et qui intervient dans les hôpitaux de jour en Île-de-France pour aider les personnes avec TDI, justement, TSA et TDI, pour les aider. Et donc ça, je ne sais pas si ça répond à la question parce que je la comprends comme ça. Donc, c'est le fait qu'il puisse y avoir des personnes qui vont aider d'autres personnes avec ce type de population médico-sociale. Oui, il y a cet auteur du livre qui s'appelle Guide de survie pour l'autisme. Je pense que vous le connaissez. Je l'avais invité il y a quelques années. Et donc, lui, il intervient dans des hôpitaux de jour pour enfants avec TSA et déficiences marquées, quoi. Et on peut dire aussi que les équipes mobiles du pôle HUADIS ont des personnes autistes qui interviennent dans les établissements médico-sociaux auprès des personnes TSA avec TDI et qui aident effectivement à pouvoir, peut-être avec leur savoir expérientiel, faire cheminer les équipes médico-sociales vers le respect du libre arbitre, y compris pour les personnes qui ont un TDI. Je pense que c'est très important. Puis je voulais simplement réagir parce que Gaston me posait la question tout à l'heure. En fait, qu'est-ce qui peut permettre de faire tout ça? C'est vraiment de faire prendre conscience aux personnes de leurs capacités. En fait, la brique numéro 1 de la réhabilitation psychosociale, en laquelle je crois évidemment beaucoup, c'est l'évaluation qui montre les capacités qu'ont les personnes qui, d'habitude, ont été souvent étiquetées comme n'arrivant pas à faire ci, n'arrivant pas à faire ça. Donc, on a vraiment, vraiment intérêt à mettre l'accent sur cet aspect-là. C'est un élément qui revient, sur lequel on insiste beaucoup dans la conférence qu'on a donnée là déjà plusieurs fois, qui est la citation d'Einstein de si on demande à un poisson rouge de monter un arbre, si on l'évalue là-dessus, il passera toute sa vie à penser qu'il est débile. Et où, en fait, c'est la sensation de beaucoup d'adultes autistes qui, arrivant vers 30, 35, 40 ans, réalisent qu'ils ont une capacité à faire des choses et qu'en fait, arrivent à s'ouvrir à pas mal de choses à partir de ce moment-là, quoi. On leur a demandé de fonctionner d'une certaine manière pendant des années, ils ont essayé de s'y astreindre, ils n'ont pas réussi, et c'est à partir du moment où ils abandonnent et où du coup, je ne sais pas si c'est par dépit ou par enfin indifférence, détachement, ils arrivent à s'accrocher à quelque chose et à trouver une autonomie de manière assez impressionnante en fait. Et je crois que c'est des scénarios qui ont beaucoup été romancés, en tout cas, mais même, je vais quand même me souvenir, mais l'homme aux États-Unis qui du coup a été diagnostiqué TSA, TDI, le premier autiste de Kanner, je vais me souvenir, qui du coup a été retrouvé des années plus tard à la retraite avec une femme, 3 enfants et un métier et une communauté aimante autour de lui. Et donc plutôt présentant un profil Asperger, alors qu'à l'âge de 8 ans, il avait été diagnostiqué avec un trouble du développement intellectuel grave, quoi.
Donc, diagnostic, oui, mais pas enfermant. Exactement, que ce soit quelque chose d'évoluant. Et moi, du coup, c'est une question. Je ne suis pas psychiatre, ni neuropsychologue, ni quoi que ce soit. Mais c'est une question qui reste en l'air pour moi effectivement, si on essentialise, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans mon milieu, mais on essentialise les gens à leur niveau d'intelligence à un moment donné, on leur empêche totalement d'imaginer pouvoir le développer, on empêche les personnes autour de l'imaginer. Et du coup, comme tu dis, c'est non seulement diagnostic enfermement, mais moi, je vois les impacts sociaux qui sont faits autour, quoi. Du coup, on transforme le diagnostic en jugement, en sanction et en étiquette, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut des évaluations, mais centrées sur les capacités. Et ça, c'est possible à tout âge, pour répondre à la question d'Audrey Freund. On a Audrey qui demande comment encourager le libre arbitre quand une personne a peu conscience de ses difficultés, c'est-à-dire qu'elle manque de métacognition, et surtout quand le diagnostic est tardif. C'est la même démarche. On peut toujours montrer les capacités des personnes, quelle que soit l'âge. Je pense que c'est exactement la même démarche. Mais après, il faut peut-être plus de temps, plus d'ardeur, des techniques motivationnelles plus marquées pour renforcer la confiance en soi et faire prendre conscience des capacités. Mais c'est la même démarche. Et tu parlais de posture tout à l'heure. C'est vraiment un élément qui revient beaucoup, même dans mes ateliers, dans un milieu plus ordinaire. C'est marrant parce que c'est toi, Caroline, qui a ramené la question du totalitarisme institutionnel dans la discussion. Mais où nous, du coup, on a vraiment je viens du milieu de l'éducation populaire, milieu de l'éducation populaire plutôt radical, où on considère qu'aucune forme d'autorité n'est légitime avant de démontrer son efficacité. Et même dans ce cas-là, d'en douter pour pas qu'elle puisse se transformer en autoritarisme. Mais où, du coup, le fait j'ai perdu ce que je voulais dire. Il y a vraiment un enjeu là-dessus qui est super important de réussir à faire en sorte que les personnes s'extraient de cette relation de ces relations autoritaires, de pas être en situation de décider pour la personne. C'est la question du libre arbitre, elle se situe là. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner la personne à développer ses compétences? On est d'accord. Et en fait, le simple fait d'avoir une relation de pouvoir va potentiellement être enfermante pour la personne. Mais c'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une relation qui est perçue, qui est vécue comme étant autoritariste, on rentre dans une relation de conflit. Même si c'est une relation de conflit où il y a de l'affection, où il y a du soin, et c'est très compliqué de l'éviter, en fait. Souvent, même ne serait-ce que par économie, de dire, moi, en tant qu'aidant, j'ai besoin de me préserver. Et du coup, la personne qui est en face de moi, je n'arrive pas à faire en sorte qu'elle gagne en autonomie, qu'elle gagne en libre arbitre. Du coup, je vais potentiellement lui faire sentir ma déception pour qu'elle ait de l'empathie envers moi et que ça lui donne de la motivation. C'est souvent un truc qu'on critique, moi, dans mes milieux, dans le management. Je suis déçu de la personne que je manage, donc je vais lui exprimer ma déception pour qu'elle ait de l'empathie envers moi et que ça lui donne de la motivation. Sauf que la réaction, n'est pas nécessairement celle-là, en fait. Potentiellement, on va rentrer dans une réaction de défiance. Et du coup, si la défiance s'est instaurée même dans des relations, encore une fois, d'amour, quoi, c'est très difficile de réussir à reconstruire cette empathie-là et de réussir à rentrer dans une démarche qui est positive. Parce que la personne qui est en situation de défiance, elle se défend en permanence et du coup, va pas vouloir remettre en question sa manière de voir le monde, quoi. Qui est souvent une des questions qu'on soulève. Comment est-ce qu'on fait pour déplacer la focale dans les ateliers d'éducation populaire que je mène, quoi. Ce qui se passe grosso modo avec les personnes autistes de la même manière, de la focale je vais caricaturer, mais on déteste les psychiatres, je déteste les psychiatres parce qu'ils m'ont fait du mal, ok, d'accord. N'empêche que tu vois bien que tu es malade, ne serait-ce que d'anxiété et de dépression, quoi. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour enlever toute la question du conflit de la conversation pour la reconsidérer dans un autre point, ou à l'inverse, j'ai une dame qui est tombée en pleurs du fait que je lui annonce que même en tant que personne handicapée, elle avait des droits syndicaux en fait dans son milieu de travail et où elle avait jamais imaginé qu'elle puisse aller voir un syndicat pour demander des conseils dans son accompagnement, dans ses aménagements de travail, dans la remise en question des méthodes managériales qu'elle considérait comme étant, j'ai oublié le terme, mais faisant du mal, quoi. Donc là, ça touche à la question de l'autostigmatisation, c'est-à-dire la perte d'espoir, de l'appropriation des stéréotypes sociaux par les personnes. Et donc, effectivement, je suis malade, je ne vais pas m'en sortir, je n'ai pas de droit, etc. Et ça, il faut lutter contre. Ou je mérite toute la souffrance qu'on me fait subir parce que je serais de mauvaise volonté. Enfin, c'est l'internalisation des mécaniques de pouvoir de Foucault. On est en plein dedans, quoi. Voilà. Donc, effectivement, l'attitude soignante est très importante pour corriger tout ça, quoi. Et puis des associations, évidemment. Et du coup, on a besoin de ressources même humaines, quoi, simplement pour pas se fatiguer, parce que sinon, on se met à faire des erreurs de posture d'une certaine manière, quoi. On en est où? Oui, là, on ne voit plus les questions, elles sont en dessous de... Alors, on avait une question un petit peu plus ancienne de Julien qui parlait de la manière de compenser les facteurs de vulnérabilité. Comment est-ce qu'on peut compenser les facteurs de vulnérabilité? Parce que c'est vrai que la question de la vulnérabilité, du libre arbitre,
c'est intimement lié, hein, puisque c'est souvent, comme on le disait tout à l'heure, hein, pour pallier une vulnérabilité que l'on tend malheureusement à prendre des décisions à la place de la personne. Donc, comment est-ce qu'on peut l'aider à compenser? On peut peut-être réagir d'abord parce que c'est les outils de la réhabilitation psychosociale du côté sanitaire qu'on essaie de mettre en œuvre dès le début de la trajectoire. Puis après, ça va se compléter du côté de la société civile, associative et autres. Donc, effectivement, l'évaluation qui met en évidence les capacités, mais aussi les limitations dont je parlais tout à l'heure, elle aboutit à la mise en œuvre d'outils de soins de réhabilitation psychosociale et qui sont intéressants dans les troubles psychiques sévères, dans les troubles du neurodéveloppement, dans l'autisme. C'est renforcer le pouvoir qu'on peut avoir sur sa propre maladie, son propre traitement avec la psychoéducation. C'est renforcer les capacités cognitives avec les remédiations cognitives. La remédiation cognitive, améliorer l'attention, la mémoire, les fonctions visio-spatiales, les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à s'organiser en direction d'un but dans du contexte. La cognition sociale, c'est-à-dire la capacité à comprendre comment autrui fonctionne, ce qu'il souhaite, comprendre ses émotions, etc., etc. Et puis, dernier élément, et pas des moindres, c'est l'entraînement des compétences sociales, donc donner des capacités pour aborder autrui, entretenir la conversation, quelles que soient ses difficultés initiales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les outils de soins de réhabilitation psychosociale qui permettent de compenser une vulnérabilité initiale, qui ne sont pas encore assez diffusées en France, mais dont on essaie de faire en sorte qu'ils prennent de l'ampleur. Et puis après, tout ça, ça ne suffit pas, parce qu'il faut que ça se traduise par des effets dans la vie quotidienne. L'entraide associative est très importante, entre autres. C'est là où, du coup, on a deux outils en fait, qu'on utilise dans mes espaces. Le premier, qui est un outil qu'on utilise par défaut et qui n'est pas un outil, en fait, c'est le fait qu'on laisse les personnes partir. Il y a des situations de conflit qui s'organisent. Nous, on n'est pas formés pour animer une communauté de 600 personnes. On le fait parce que, du coup, c'est surtout Jessica qui le fait. En vrai, c'est elle, sa vocation aujourd'hui. Elle est présente dans cet espace-là. Elle est sursollicitée. On essaye de former d'autres personnes avec le peu de compétences qu'on peut avoir à prendre le relais. Mais il y a vraiment cet enjeu de on laisse partir les personnes et on les laisse revenir avec à chaque fois des demandes de voilà, là, tu viens de mettre une personne dans une situation difficile. Est-ce que tu es capable de comprendre? Avec beaucoup de personnes qui vont réagir, je n'ai pas envie de mettre le terme parce que je ne suis pas psychiatre, mais en nous rejetant la faute et en disant que nous, on est des mauvaises personnes et que du coup, on est la seule des méchants psychiatres qui le veulent du mal. On s'en prend vraiment plein la gueule sur ce truc-là. Encore une fois, surtout Jessica, je ne mets plus dans le collectif, mais je ne l'ai jamais fait moi. Et du coup, avec un enjeu de les laisser aller et venir, quoi. Avec un enjeu qui est à chaque fois, mais on est ouvert à la conversation, viens, on en discute, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème, et du coup, on fait appel à, je sais pas si c'est de la métacognition ou simplement leur compréhension du monde à ce moment-là, quoi. Et ça va être des dispositifs de gestion de crise, des dispositifs où du coup, on va essayer de lister c'est quoi les vulnérabilités dans lesquelles la personne peut se retrouver, ou alors on va les lui annoncer en disant là, j'ai vu que tu te mettais dans cette situation-là, où il y a une situation où tu es en danger, donc faire aussi appel à notre regard à nous, quoi, et d'essayer de proposer des solutions. Donc, ça va être, voilà, est-ce que tu veux avoir un espace où, j'en sais rien, mais on a une boîte de anxiolytiques à action rapide qui permettent de faire en sorte qu'au moins tu sois en capacité de descendre et qu'on te ramène chez toi ou d'appeler un contact pour qu'il vienne te chercher. Est-ce que tu veux que... Attention, je ne vais pas faire comme les méchants psychiatres. Exactement. Mais c'est du coup, effectivement, il y a des personnes qui sont contre les anxiolytiques pour plein de raisons, mais du coup, ça ne sera pas dans leur plan de crise, en fait. C'est des plans de crise qui sont personnalisés. On en trouve d'ailleurs des gratuits sur Internet avec tout un questionnaire de toi, comment est-ce que tu te positionnes. Tu peux être accompagné par quelqu'un pour remplir ce questionnaire-là. Et du coup, avec un truc, les plus gros que j'ai trouvés, ils font 60 pages. Donc à chaque fois avec des espaces pour répondre aux questions et tout, quoi. Mais c'est une trentaine de questions qui vont être disposées avec première étape de où t'en es, c'est quoi tes problèmes, deuxième étape de qu'est-ce qui te fait du bien, c'est quoi tes besoins, et troisième étape de du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à résoudre ou à faire face à ces crises-là, ces problèmes-là, et de passer du coup certains morceaux du plan de crise ou le plan de crise en entier à des personnes qui vont être référentes. Et ça peut se faire de manière informelle comme de manière ultra formelle. Moi j'ai été du coup je sais pas comment dire, le terme que j'utilise, c'est suicide watch. Mais du coup, première personne appelée quand une personne commence à faire de l'idéation suicidaire. Première ligne. Ouais. Et où du coup, avec un gros élément de comment est-ce qu'on fait pour gérer ce truc-là, c'est qui la liste des personnes à appeler pour moi si vraiment il y a un problème à un moment, de comment est-ce qu'on s'organise autour de ce truc-là, quoi. Et où là, du coup, on rentre dans des plans qui sont très, très, très détaillés, mais qui peuvent aller de, faire un signe, puisque du coup les personnes deviennent non oralisantes en plus super facilement quand elles rentrent complètement à l'intérieur d'elles-mêmes et qu'elles n'arrivent plus à sortir, pouvoir faire un geste qui dit j'ai besoin de trouver un autre espace, avoir une attention au langage non verbal des personnes et sortir de cet espace-là.
jusqu'à à quel niveau de pression est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras, comment est-ce que je peux te toucher, qu'est-ce qui te fait du bien, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème-là, c'est quoi le doudou dont tu as besoin à ce moment-là. Enfin, ça peut paraître, enfin, moi, ça me paraît très schématique comme observation. La réalité, c'est la puissance de ces outils-là, en fait. J'ai pas nécessairement l'impression que ce soit dans mon caractère, c'est des trucs que j'ai appris, mais le fait de être une des seules personnes identifiées dans un groupe avec laquelle c'est OK de faire une crise d'angoisse et du coup d'être la personne qui permet à la personne de sortir de cette crise d'angoisse-là, quoi. C'est excellent, c'est ce qu'on appelle les outils du rétablissement. On emploie à peu près la même chose dans le milieu sanitaire. C'est de permettre aux personnes de prévoir ce qu'elles souhaiteraient si elles allaient moins bien, soit à court terme s'il y a une hospitalisation, quand on ne peut pas l'éviter, soit plus long terme, ce qu'on appelle les directives anticipées en psychiatrie. Et ces démarches-là, elles engagent la personne dans une décision anticipée. Donc, c'est vraiment très, très important. Et du coup, je vais rajouter les outils du rétablissement. Voilà, ça en fait partie. En sachant que sur les questions de vulnérabilité, je pense aux personnes autistes qui, du coup, peuvent rentrer dans des mécanismes d'automutilation ou d'agression des autres, de réussir à différer la cognition, en fait. Du coup, c'est comment est-ce qu'on fait pour construire une relation de confiance ou même, du coup, quand tu passes en crise, tu sais, à défaut de ressentir que tu me fais confiance. Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter que tu te fasses du mal physiquement, pour éviter que tu fasses du mal aux autres, et du coup, de réussir à différer cette cognition-là, quoi, parce que c'est des moments où, je sais pas le terme technique, mais elles deviennent délirantes, en fait. Et du coup... Vous différez l'action, en tout cas. Parce que la manière de penser, on peut peut-être pas forcément la différer, mais peut-être on peut différer... oui, l'action, c'est ça que je veux dire. C'est comment est-ce que tu t'es déjà mise dans ces situations-là, comment est-ce qu'on fait pour l'éviter? OK, tu veux que je réagisse comme ça. Au moment où ça arrive, tu m'as dit de réagir comme ça, et du coup, je me fais l'acteur de ce que tu souhaites quand tu es dans une situation plus stable. Fais-moi confiance et de toute façon, on en débriefera après pour améliorer le procédé, quoi. C'est du travail, j'imagine, de long terme. En tout cas, mon espace, c'est un travail de long terme. Je ne sais pas à quelle vitesse ça peut évoluer dans les milieux plus médicaux, mais... c'est toujours à long terme. Faire changer les gens, c'est toujours long. Il ne faut pas espérer que ça va être instantané. Par contre, ce qui peut être instantané, c'est la mise en œuvre du dispositif qui permet d'amorcer tout ça. Après, il faut prendre le temps qu'il faut, bien sûr. On voit bien que c'est des démarches qui engagent activement les personnes dans les décisions et on ne peut faire que ça si on veut aller vers de l'autodétermination. À partir du moment où on décide pour les personnes, où on ne leur pose pas, leur demande pas leur avis, on les enferme dans ce qu'on dénonce depuis le début, quoi. Donc il faut tout faire, quel que soit le niveau la limitation de la décision a priori pour la personne, il faut tout faire pour l'engager dans un minimum de choix la concernant. Il y a toujours quelque chose à faire. Et progressivement. Dans le sens où... Et qu'elle en prenne conscience, petit à petit. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser directement des questions, participer au débat? Maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions. Pas de... Même les caméras, si vous voulez qu'on vous voit, ce serait voilà, bien. c'est ça, même les caméras. Après, du coup, moi, j'avais peut-être une petite question pour vous deux. C'est vrai que en psychiatrie, on n'a pas vraiment l'habitude de désigner la personne de confiance. Ce sont des choses qui se font assez systématiquement en soins médicaux généraux. Quand on est hospitalisé pour de la cardiologie, de la gastro, de la gynéco, on nous demande de désigner une personne de confiance. C'est quelque chose qui se fait de manière beaucoup moins fluide en psychiatrie. Est-ce que vous pensez, alors, suite au témoignage de Gaston qui expliquait qu'il pouvait être... dans certaines circonstances, une personne ressource qui expliquait ce qui était bon pour la personne en période de crise, etc. Est-ce que vous pensez que la personne de confiance, notamment pour les soins hospitaliers, ça pourrait devenir un levier de l'autodétermination? Oui, je crois. Oui. On leur demande, en fait, ça fait partie de ce qu'on met dans le dossier médical, mais simplement, c'est pas très utilisé. Quand les personnes déclarent des directives anticipées, il y a également la personne de confiance, la personne à prévenir, etc. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est pas encore assez exploité par les psychiatres, en particulier aux urgences, parce qu'on fait remplir des directives anticipées à tout un tas de monde, mais les psychiatres d'urgence n'ont pas l'habitude d'ouvrir ça, ils l'ont dit eux-mêmes. Donc effectivement, la personne a beau anticiper qu'il faudrait ci, qu'il faudrait ça si elle allait moins bien. L'information est quelque part sur le dossier médical, mais si personne ne le regarde, ça fonctionnera pas. Donc là, on travaille sur des directives anticipées, sur smartphone que la personne aurait dans sa poche et pourrait montrer et corriger au fur et à mesure, parce que sinon, on s'en sortira pas. En fait, ce type de dispositif, il est surtout utile dans les pires moments. Et les pires moments, c'est ceux où les gens vont effectivement aux urgences ou dans d'autres dispositifs de crise. Et s'ils sont pas utilisés à ce moment-là, ça sert à rien, quoi. Et il faut changer le système globalement, c'est-à-dire qu'il faut changer les mentalités de tout le monde si on veut que ça fonctionne. Il n'y a pas le choix. Et justement, pour changer le système,
Est-ce qu'il y a des formations, des choses qu'on pourrait conseiller à nos collègues du médico-social ou du sanitaire pour essayer justement d'être plus dans ces pratiques issues de la réhabilitation psychosociale? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Pour les directives anticipées, c'est un père aidant qui porte ça, qui s'appelle Lee Antoine, qui peut être sollicité. On a fait énormément de formations sanitaires, médico-sociales. Enfin, c'est lui qui le fait avec un autre père aidant qui est Fabrice Solière. Il y a eu également l'Observatoire du rétablissement qui a été financé par la Fondation de France, qui a été déployé par Camille Ignard, qui maintenant travaille sur les équipes mobiles dont je parlais tout à l'heure. Ça permet à des équipes sanitaires ou médico-sociales de s'auto-évaluer, de voir si elles sont dans une approche orientée vers le rétablissement. Ça, c'est des démarches intéressantes, toujours portées par des pères aidants. Et le centre ressources de réhabilitation psychosociale peut être sollicité. Et voilà. Donc, il y a des formations en ligne qui sont en train d'être créées parce que c'est extrêmement coûteux. Il y a un nombre considérable d'équipes en France. Je signale également l'e-learning sur la réhabilitation psychosociale qui est en ligne sur le site du centre ressources, qui est intéressant. Mais on est en train de travailler sur un MOOC qui sera plus précis, plus moderne, plus interactif, qui sera prêt au printemps prochain. Donc tout ça, c'est sur le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale. Il suffit de taper ça sur Google, d'aller dans la rubrique s'engager et se former. Donc il y a soit des formations en ligne, soit des formations sur site. Voilà, évidemment, il faut pouvoir les organiser, mobiliser les équipes, mais dans la mesure où nous avons un réseau national avec 85 structures de réhabilitation psychosociale, on arrive quand même à répondre à peu près aux demandes pour ce qui n'est pas trop compliqué, l'initiation à la réhabilitation. Donc c'est plus spécifique que c'est l'observatoire ou les directives anticipées. Là, on passe par les pairs aidants. Effectivement, ils ne sont pas encore très nombreux et c'est pour ça qu'il y a cette notion de e-learning aussi en cours de développement, par l'I en particulier. Donc oui, il y a une réponse aussi pour les établissements médico-sociaux. On l'a beaucoup fait avec Cécile Cornibert, qui est la chef de projet du Centre Ressources, où on a engagé dans ce type d'action tous les SAMSA orientés à l'établissement qu'on avait créés en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des réunions inter-SAMSA, ce type de formation, l'entretien motivationnel, l'inclusion de pairs aidants dans toutes les équipes. Donc normalement, c'est quelque chose qui est en train de passer du côté du médico-social. Là, c'est plutôt troubles psychiques sévères, mais rien n'empêche d'aller dans toutes les autres structures médico-sociales, bien sûr. Moi, j'avais un point un peu parallèle à ce truc-là. Je ne connais pas de formation, mais c'est une question que je me pose, moi, par rapport à mon parcours personnel, aux différents parcours auxquels j'ai pu participer de personnes en fait, en difficulté, qui, je ne sais pas comment dire, toutes les questions de justement intelligence émotionnelle, métacognition, relation aux autres, sont des choses dont il est, je trouve, assez difficile de discuter. Moi, j'avais beaucoup d'interrogations quand j'étais ado, parce que c'était déjà des questions que je me posais, systémiques, de culture et tout. Et où c'est rigolo de trouver les outils dans le thérapeutique, même dans le médical, le psychiatrique, là où en fait, j'ai pas l'impression qu'il soit très répandu dans la manière de faire typique dans le milieu ordinaire, quoi. On demande aux personnes de les développer en se confrontant au monde, comme si c'était quelque chose qui était évident. Et c'est souvent une question que je me pose, en fait. Parce que tout le monde arrive à développer des compréhensions du monde. Nous, c'est souvent comme ça, même avec des personnes qui ne sont pas malades, qu'on agit dans nos ateliers participatifs, dans nos ateliers d'éducation populaire. C'est comment est-ce qu'on peut s'enrichir dans nos représentations du monde respectives en se rencontrant, quoi. Sinon, c'est seulement l'essai-erreur et ça peut être plus long. L'essai-erreur, exactement. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on attend, nous, en société, d'apprendre uniquement par essai-erreur, et souvent avec je vais utiliser le mot, mais fétichisation de sa propre compréhension du monde, de ses propres compétences sociales, quoi. Et du coup, des obstacles, en fait, simplement à ça, au fait d'avoir... je vais le formuler comme ça, mais mon problème, c'est l'empathie des personnes typiques, des personnes ordinaires, en tout cas le manque d'empathie envers les personnes qui ont plus de difficultés à construire une compréhension du monde qui leur permette d'exister, qui leur permette d'agir. C'est pas possible d'avoir une compréhension totale, personne ne peut prétendre avoir une compréhension totale du monde, mais comme si, je sais pas, il y avait une rancune ou un tabou qui, du coup, m'ont bien questionné d'un point de vue culturel souvent. Oui. Et ça passe par une amélioration, une acculturation de toute la population dès l'enfance à la santé mentale et aux troubles de santé mentale ou aux particularités de santé mentale. C'est pas encore très répandu, mais petit à petit, quand même, la société commence à s'interroger là-dessus. Les premiers secours en santé mentale, ça a quand même touché 30 000 personnes. Il y a la version commune là, pour les adultes, il y a la version jeune, il y a la version ado qui va sortir. Je pense qu'il faut aller dans l'idée d'intégrer dans le programme de l'éducation nationale ce qui a été fait dans d'autres pays, c'est-à-dire quelque chose sur la santé mentale très tôt, dès le primaire, pour apprendre la tolérance aussi. On parle plus d'autisme dans les écoles, donc ça va mieux par rapport aux troubles du neurodéveloppement. Mais c'est pas très formalisé, c'est juste que c'est mélangé maintenant. Il y a des accès, on les appelle plus comme ça maintenant. Les enfants sont mélangés dans les classes, les autres en entendent parler.
Donc, globalement, ils arrivent, j'ai fait ça pour j'ai accueilli des stagiaires de 3e l'autre fois, donc ils ont un discours d'emblée qui paraît un petit peu plus tolérant, mais quand on commence à creuser, en fait, ils comprennent pas, parce qu'ils ont peur et ils ont des stéréotypes qui sont inadaptés. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un message qui passerait par les instituteurs ou tout autre type de formation, dès le primaire, qu'on approfondirait dans le secondaire, collège et lycée. Ça reste à faire. Ça fait partie de l'acculturation de la population française à toutes les questions de santé mentale. C'est un objectif complètement crucial, évidemment. Alors, on a Dorlaine qui pose une question, mais qui n'a pas de caméra ni de micro. Donc, elle voulait savoir s'il existait des ateliers comme Café Adulte Autiste Lyon en Bretagne. C'est une bonne question. Nous, on est en train de créer un réseau du coup là-dessus. Les cafés autistes ou les cafés Asperger, il y en a vraiment sur toute la France. C'est souvent des groupes qui sont auto-organisés sur Facebook ou sur Discord. Donc vraiment, chercher café autiste ou café Asperger Bretagne, café autiste ou café Asperger Nantes ou Rennes, que sais-je, Brest, Saint-Malo. Potentiellement, vous arriverez à trouver des personnes. Si vous y arrivez, j'arrive pas à me souvenir, je crois qu'il y a celle qui gère Café Autiste France, qui est aussi un groupe Facebook, est basée à Montpellier et à des périodes où elle arrive à communiquer du coup avec le monde extérieur et avec les partenaires. Du coup, c'est possible d'aller lui demander s'il existe directement des communautés et après, bien sûr, avoir vérifié sur Facebook directement. C'est sur Facebook aussi. Tout s'est organisé sur Facebook. Ouais. Du coup, on est sur une génération de personnes qui ont entre 20 et 50 ans, 60 ans. Et où, du coup, ça s'est organisé maintenant. Quoi. À voir comment est-ce que ça s'organisera à l'avenir. Il y a des enjeux sur Instagram qui commencent à se développer. Nous, on a une page Instagram, on a une page LinkedIn, justement, qui a été développée par Jessica, qui a un très bon sens des réseaux sociaux. Plus avant à ça, vous devez connaître les GEM, qui du coup accompagnent des personnes qui sont moins autonomes encore que celles présentes dans les cafés autistes, qui au final sont assez autonomes, qui pourront potentiellement vous orienter sur leur partenaire de travail associatif du coup là-bas. Quoi. Tu as bien répondu. Je sais pas trop comment aborder la question autrement. Donc, Dorlaine dit merci beaucoup. On a aussi des spectateurs qui soulignent l'intérêt d'avoir le retour d'expérience de Gaston, qui a beaucoup de recul sur l'autisme et sur le spectre de l'autisme. Donc, c'est vrai que c'est une dimension intéressante. Moi, j'avais une petite question. Il n'y a pas d'autres, non, je crois qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont en attente de poser une question. Tu parlais, Nicolas, tout à l'heure de la formation des élèves plus tôt. Est-ce que finalement, alors c'est une question globale que je vous pose, mais est-ce que la question du libre arbitre, ça renvoie pas à la question de la société inclusive finalement, et est-ce que c'est pas la même question ? Est-ce que c'est pas des notions qui peuvent être complètement superposées ? Si oui, comment ? Et quel est votre avis là-dessus ? L'avis, c'est qu'il faut apprendre très tôt aux élèves la tolérance et la bienveillance au lieu de la constitution de clans et ce qui est naturel pour toute espèce, y compris humaine. Donc ça, je pense qu'il faut lutter contre parce que ça aboutit à ce que les personnes avec TSA ne soient pas incluses, soient éventuellement moquées, et un mauvais vécu de leur école. Et voilà. Donc ça entretient en fait le phénomène. Donc la tolérance, je pense quand même qu'on peut l'apprendre en prenant conscience. Je pense que c'est ça, hein, c'est de prendre conscience de la différence et voir en quoi ça peut nous enrichir nous. C'est-à-dire que chacun avec ses particularités, TSA, pas TSA, neurotypique, comme on peut dire, ou toutes les autres personnes avec des particularités de quelque nature qu'elles soient acceptées. Ça nécessite d'en parler. Alors, certains instituteurs le font très bien spontanément, il n'y a rien à faire, puis d'autres, ils ne sont pas spécialement sensibles à ça, ils ne le font pas, et le phénomène s'entretient dans les écoles. Donc, moi, je proposerais volontiers que ce soit dans le programme, quoi. Que ce soit obligatoire d'en parler. C'est compliqué de répondre à la question pour moi, parce que je comprends qu'elle se situe à un niveau culturel, en fait, dans ta réponse sur la tolérance et la bienveillance. Bien sûr. Nous, c'est des mots qui, dans mon environnement, sont bannis. C'est des mots qui sont valises, sont très mal définis. Et où, du coup, je conçois tout à fait, on ne vient pas du même monde par rapport à ce truc-là. Et où, du coup, il y a un enjeu de comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça aille mieux. Certes, avoir des outils sur place, c'est vachement intéressant. Je vais aller vite parce que je vois qu'on est en fin de temps. Je vais essayer de faire ça en 2 minutes. Actuellement, il commence à faire des expérimentations de cours sur la méditation en pleine conscience auprès de jeunes à partir du CP et avec des enjeux critiques qui sont abordés en disant
est-ce que le fait de leur donner des outils pour réduire le stress à un niveau interne, au niveau responsabilité individuelle, c'est pas un obstacle au fait d'apprendre aux jeunes très tôt au fait qu'ils peuvent aussi influer sur leur environnement, et du coup, est-ce que c'est pas un moyen de leur enlever de la capacité d'action et du coup du libre arbitre, de l'autonomie, dans le fait de ne leur enseigner que des outils de gestion individuelle qui sont essentiels pour avoir une bonne santé mentale, mais sans leur montrer que en fait les moyens, c'est un mécanisme de réponse, c'est pas un mécanisme d'action. Et où, du coup, un autre mécanisme de réponse qui serait plus intéressant, c'est le fait que c'est possible aussi de participer à l'organisation du monde autour de soi. Et chez les enfants de 6 ans, du coup, Second Souffle, dont vous avez entendu parler, je reprécise ce qu'a dit Caroline tout à l'heure. Moi, je participe au podcast qui s'appelle C'est quoi le rapport, qui est un des contenus de Second Souffle. Second Souffle, à la base, c'est un collectif informel de travail qui s'intéresse à l'anti-agisme. Et du coup, la lutte contre l'oppression sur les enfants et le fait qu'on les handicape dans leur libre arbitre et dans leur autonomie, et que du coup, il y a une oppression sociétale qui serait de la même nature que le sexisme, le racisme, qui passe pas uniquement par du coup de la discrimination dans la relation individuelle, mais aussi sur des organisations matérielles en fait, où l'école du coup est une institution qui serait oppressive en tant que telle, dans lesquelles il y a quelques individus qui arrivent à s'en sortir, et puis plein d'autres individus qui n'y arriveraient pas à s'en sortir. Et puis qu'on arriverait à s'en sortir en passant à la normatif. Exactement. Mais où du coup, il y a un enjeu où c'est une question avec laquelle je vous laisse, parce que c'est pour vous dire, moi, du coup, je suis à la fois sur du pratico-pratique, j'ai une classe d'enfants en face de moi, comment est-ce que je fais pour leur dire, bon, c'est quoi la considération, c'est quoi le respect, l'écoute, etc. Et puis de l'autre côté, dans les analyses politiques dans lesquelles je me place, il y a toujours des questions de transaction entre voilà, est-ce que l'oppression les discriminations que les enfants font subir aux autres enfants qui sont différents, c'est pas un moyen de se calmer par rapport au fait qu'ils s'en prennent eux-mêmes plein la gueule. Si, bien sûr, bien sûr. Et où, du coup, est-ce qu'on n'a pas aussi ce truc-là à résoudre Mais la tolérance, elle passe par l'exemple. Effectivement, il ne va pas falloir désigner quelqu'un dans la classe, mais plutôt s'appuyer sur quelque chose d'extérieur et montrer en quoi ça peut être bénéfique, instructif et bien pour soi. En tout cas, il faut favoriser l'entraide plutôt que l'auto-soin seulement. Tout à fait. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'était l'auto-soin, on ne peut pas se contenter de ça. Voilà. Merci. Très bien. Eh bien, je crois que nous arrivons à terme de ce webinaire. Merci beaucoup à Gaston et Nicolas d'avoir débattu avec nous sur la question du libre arbitre, de l'autodétermination, de la société inclusive. Je crois que ce sont des questions qui sont vraiment absolument fondamentales si on veut améliorer l'accompagnement des personnes. Il me reste donc à vous remercier et à vous donner rendez-vous très vite sur le site internet du Centre d'excellence iMind, et vous aurez bien vite des nouvelles nous concernant et concernant toutes les actions que l'on peut mettre en place. Et je vous invite à vous inscrire à la journée du 21 octobre qui aura lieu donc à Lyon et qui sera consacrée à la ville et à l'inclusion dans la ville des personnes avec troubles du neurodéveloppement, avec des interventions et des regards croisés de médecins, de psychologues, mais aussi d'architectes et de personnes concernées. À très vite.